Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et de la Solidarité. Madame la ministre, nous nous réjouissons vivement de l'attachement que vous manifestez à notre communauté, réunie chaque année au Congrès de l'Encéphale, en venant vous exprimer aujourd'hui en son sein. Nous sommes cette année 4200 pour 3 jours dédiés à notre univers, la psychiatrie, avec un enthousiasme chaque année plus grand. Madame la ministre, nous sommes honorés de votre présence et nous vous en remercions. Nous sommes très sensibles, je crois que la communauté psychiatrique est très sensible à votre volonté d'honorer ce rendez-vous devenu un rendez-vous annuel. Et c'est, je crois, la marque de votre engagement dans les questions de santé mentale, dans les questions liées à la psychiatrie. Vous avez d'ailleurs souligné l'importance de ces enjeux en nommant un délégué ministériel, notre collègue le professeur Bellivier, qui est ici présent, et c'est une nouvelle marque de votre engagement. Madame la ministre, merci pour votre attention renouvelée à la communauté psychiatrique, merci pour votre présence à ce rendez-vous. Vous avez la parole, merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Raphaël Gaillard, Monsieur le délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale, cher Franck Bellivier, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, je tiens avant toute chose évidemment à vous adresser mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2020. C'est toujours un grand plaisir pour moi de répondre à votre invitation et de prendre part à votre congrès. Vous me permettez d'avoir une parole devant vous. Et je connais la qualité de votre congrès, la compétence de cette audience, et j'en suis donc très honorée. Cette année, vous avez placé vos échanges sous le signe de la refondation et de la reconstruction, parce que c'est l'actualité de la santé mentale et de la psychiatrie. La feuille de route que j'ai présentée il y a 1 an et demi en a exprimé l'ambition et, je pense, balisé le chemin. Ce matin même, j'ai réuni le comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie au ministère pour dresser un premier bilan d'étape et tracer aussi les perspectives de déploiement de cette feuille de route pour l'année à venir. Il y a 1 an, nous avions arrêté 10 mesures à décliner prioritairement en 2019 parmi les 37 actions de la feuille de route qui avaient été annoncées. Et je viens aujourd'hui vous dire que le cap est tenu. Avant de détailler ces mesures, je rappellerai brièvement quelques principes directeurs de notre action. Le premier est une approche intégrée de la santé mentale qui articule 3 dimensions dans le même temps, celle de la prévention et de la promotion du bien-être mental, celle du parcours de soins et celle du respect du droit, exprimé dans la citoyenneté et dans l'inclusion sociale des personnes. Le deuxième principe fondamental consiste à prendre en compte la parole et l'expérience des patients et de leurs familles, car ce sont pour eux que nous nous mobilisons et ils sont des acteurs à part entière de l'évolution de la psychiatrie et du changement de regard que nous devons opérer sur la maladie mentale et sur le handicap psychique. Le troisième principe est de faire de la réhabilitation psychosociale un axe à part entière, car il est un horizon d'espoir pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques, pour leurs familles également, afin de leur faire atteindre un niveau de vie et d'adaptation satisfaisant, conforme à leurs attentes. Ce que nous voulons aussi, c'est une psychiatrie ancrée dans l'organisation du secteur, comme offre de proximité immédiatement accessible, inscrite au cœur des territoires. Mais cette psychiatrie de secteur, elle doit également garantir l'accès de tous à des prises en charge spécialisées et adaptées par une organisation que nous devons mettre en place plus graduée. Enfin, un effort tout particulier doit se porter sur le développement de l'offre ambulatoire et de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà les principes d'action, les grandes lignes et les convictions profondes qui guident mon action. Alors, depuis 1 an, nous avons avancé de façon significative. D'abord,
Mon ambition pour la politique de santé mentale et la psychiatrie a maintenant un visage. Raphaël Gaillard l'a rappelé, celui du professeur Franck Bélivier, ici, à mes côtés, avec la délégation qui lui est rattachée. Et je le remercie sincèrement d'avoir accepté de mener auprès de moi cette mission ô combien difficile, mais je pense passionnante, de transformation structurelle du champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Dès sa nomination en mai dernier, Franck Bélivier a multiplié les rencontres avec les principaux acteurs du secteur, dont nombre d'entre vous, je pense, présents ici dans cette salle. Il a engagé un véritable tour de France des régions. Il coordonne la mise en œuvre des principaux chantiers de la feuille de route via les directions centrales compétentes du ministère et via les agences régionales de santé. Il a aussi contribué aux travaux du COPIL Psychiatrie, placé sous la coprésidence de la DGOS, et du professeur Pierre Thomas, que je remercie aussi chaleureusement pour son implication. Je veux évoquer l'enjeu territorial, parce qu'il témoigne de l'avancement d'une autre action majeure des 10 mesures prioritaires de 2019. Il s'agit du déploiement des projets territoriaux de santé mentale. La revalorisation et la transformation vers une psychiatrie plus accessible, diversifiée et de qualité ne réussira que si elle émane de tous les acteurs impliqués et que si elle s'inscrit au plus près des besoins de chaque territoire. Aussi, je fonde beaucoup d'espoir sur la dynamique structurante des PTSM qui doit associer établissements de santé et services médico-sociaux, professionnels de santé, évidemment hospitaliers comme libéraux, administration d'État, usagers et familles, élus et services des collectivités territoriales, sans oublier les bailleurs sociaux. À ce jour, 103 PTSM ont été identifiés par les ARS. 40 diagnostics et 12 PTSM ont été arrêtés par les agences régionales de santé. 5 contrats territoriaux de santé ont été signés, le reste étant en cours de finalisation et devrait respecter le délai de juillet 2020 pour leur transmission. Vous le voyez, le mouvement est lancé. Il nous revient de trouver les moyens de le consolider et de le pérenniser, et j'y reviendrai. J'en viens maintenant à l'avancement d'autres mesures phares. L'axe parcours de soins de la feuille de route a connu des avancées particulièrement notables grâce à plusieurs leviers. D'abord, les appels à projets nationaux, le développement de l'offre en réhabilitation psychosociale et enfin, la structuration d'une offre de prise en charge du psychotraumatisme. Sur cet axe parcours de soins, la campagne 2019 marquait une véritable rupture avec les campagnes des années précédentes. La dotation annuelle de financement a ainsi augmenté en 2019 de manière significative pour rattraper le retard pris dans ces dernières décennies. 80 millions d'euros supplémentaires ont ainsi été alloués pour de nouveaux projets, car vous le savez, la revalorisation de la psychiatrie et de la politique de santé mentale a été ma priorité depuis mon arrivée. Sur cette enveloppe, 20 millions d'euros ont été consacrés à la modernisation et au développement des structures de psychiatrie. Les 60 autres millions ont permis de renforcer les dispositifs existants, mais aussi d'en lancer de nouveaux. Je pense en particulier aux équipes mobiles autour des sujets âgés, aux équipes ambulatoires de crise et aux équipes de liaison avec les services d'urgence. En complément, 2 appels à projets nationaux ont été lancés. L'un relatif au Fonds d'innovation organisationnelle, doté de 10 millions d'euros, et l'autre relatif à la pédopsychiatrie, doté de 20 millions d'euros. Le Fonds d'innovation organisationnelle inscrit dans Ma Santé 2022 soutient, je le rappelle, des projets innovants qui favorisent la transformation de l'offre et doit accompagner la dynamique des PTSM. Cet appel à projet a enregistré un très grand succès. Nous avons reçu près de 300 candidatures au niveau des ARS. Une large majorité de ces projets étaient portés par les établissements de psychiatrie et de santé mentale, mais aussi par des structures associatives et médico-sociales. 42 projets ont été retenus in fine par le jury national et notifiés aux ARS. Pour l'appel à projet pédopsychiatrie, plus d'une centaine de projets ont été priorisés et remontés par les agences.
35 ont été retenus et seront financés pour soutenir l'offre en pédopsychiatrie dans les territoires qui en sont les plus dépourvus. Les premières éditions de ces 2 appels à projets nationaux révèlent donc une très forte mobilisation des acteurs pour remettre à niveau et transformer l'offre en psychiatrie dans les territoires vers plus d'ambulatoires, vers plus de partenariats et plus d'inclusion. Parallèlement, un appel à candidature spécifique a permis de sélectionner les postulants de 10 nouveaux postes de chef de clinique, assistant de pédopsychiatrie. En plus, évidemment, des 10 postes déjà créés en 2018. 5 praticiens hospitalo-universitaires en pédopsychiatrie ont également été nommés en septembre dernier. Enfin, pour renforcer cette offre de soins, je n'oublie pas non plus l'évolution des pratiques professionnelles avec, vous le savez, depuis le mois d'août 2019, la création du diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée, mention psychiatrie et santé mentale. Une quinzaine d'universités ou de groupements d'universités ont pu lancer cette formation dès l'année universitaire 2019-2020. S'agissant maintenant de l'axe promotion de la santé mentale et prévention de la souffrance psychique de la feuille de route, le déploiement de la prévention du suicide a été une des grandes priorités nationales de cette année et continue de se déployer. Son pilier, le dispositif de veille et de recontact des suicidants que vous connaissez, le dispositif Vigilance, est opérationnel à ce jour dans 9 régions et il sera financé dans toutes les régions et généralisé d'ici 2021. Au 30 novembre, ce sont près de 14 000 patients qui ont été recontactés, soit pour la première fois la barre des 10 000 personnes qui a été franchie. Enfin, pour l'axe insertion sociale citoyenneté de la feuille de route, les actions engagées s'inscrivent dans le champ plus large des politiques du handicap et de la lutte contre les exclusions. J'y tiens beaucoup parce que nous touchons là à ce qu'une société propose à ses concitoyens les plus vulnérables, en les incluant parce que, oui, la société que je veux, que je défends, mais vous également évidemment, c'est une société dans laquelle l'isolement et la solitude n'ont pas leur place. Je me réjouis de voir que le soutien au groupe d'entraide mutuelle, les GEM, ne s'est pas démenti. Plus de 500 GEM sont recensés à ce jour, et vous le savez mieux que personne, ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l'isolement et pour la socialisation des personnes avec des troubles et des handicaps psychiques. Le dispositif d'emploi accompagné permet quant à lui l'accompagnement vers et dans l'emploi ordinaire des travailleurs reconnus handicapés durant tout le parcours professionnel en offrant un soutien adapté aux employeurs. Il a accueilli plus de 2000 personnes mi-2019. Les personnes avec troubles psychiques, déficience intellectuelle ou troubles du spectre autistique ont représenté 81% de ce public, lequel, in fine, pour près de la moitié, a trouvé un emploi grâce à ce dispositif. S'agissant de l'accès au logement, les premiers appels à candidature ont été lancés en octobre 2019 pour l'attribution du forfait Habitat inclusif, créé par la loi Elan, à des projets destinés à un public en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Certains pourront évidemment concerner le handicap psychique. La priorité accordée par le gouvernement à cette modalité d'accès à un logement autonome est en train de se développer. Le Premier ministre a confié le mois dernier à 2 personnalités, le conseiller d'État, M. Denis Pifteau, et le directeur général du groupe Arcade, Jacques Wolfrom, la mission de préparer le lancement d'une stratégie nationale pour le déploiement à grande échelle de l'habitat inclusif. Un premier point d'étape est d'ailleurs prévu à la fin de ce mois pour une remise du rapport attendu fin mars. Alors, quelles sont les perspectives pour l'année à venir ? Je pense que l'année 2020 sera une année décisive pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Nous poursuivrons évidemment le déploiement en privilégiant plus particulièrement 4 domaines d'investissement prioritaires et une douzaine de chantiers phares que je voudrais vous livrer. Nous devons en premier lieu accompagner la réorganisation structurelle et réglementaire de l'offre de soins.
Ce chantier de transformation de l'offre de soins est évidemment essentiel et les acteurs doivent être soutenus dans cette transition. Aussi, je vous annonce d'ores et déjà que j'ai pris 2 décisions importantes sur le plan des priorités budgétaires pour démarrer l'année 2020. D'abord, les 2 appels à projets nationaux relatifs au Fonds d'innovation organisationnelle et à la pédopsychiatrie seront reconduits au même niveau que l'année dernière, soit 30 millions d'euros au total. Au total, et afin de consolider dans la durée la trajectoire que nous avons initiée, au moins 140 millions d'euros supplémentaires seront alloués de manière pérenne en 2020 à la psychiatrie financée en dotation annuelle. Sachant que pour le secteur privé, un accord pluriannuel est en perspective, comme pour l'ensemble des établissements et des activités soumises à tarifs. Cette progression des budgets de dotation globale, c'est la progression la plus importante depuis au moins 10 ans. Nous ne sommes pas revenus plus longtemps en arrière, mais en tous les cas, sur les 10 dernières années, cette progression n'avait jamais eu lieu. Je rappelle par ailleurs que les établissements publics de santé mentale et plus largement les services de psychiatrie sont bien entendu éligibles aux mesures Investir pour l'hôpital que je déploie en ce moment pour redonner des marges de manœuvre à l'hôpital public. Vous le savez, les hôpitaux publics ont reçu d'ores et déjà ce mois-ci 150 millions d'euros pour acheter sans attendre le matériel indispensable au travail des soignants au quotidien. Et toutes les mesures Investir pour l'hôpital doivent bénéficier aux établissements publics de santé mentale, comme par exemple le dispositif de valorisation financière des équipes engagées dans des projets de transformation. À partir de la fin du mois de janvier, cette enveloppe budgétaire de valorisation du travail en équipe sera allouée aux établissements. Enfin, évidemment, les mesures de reprise de la dette hospitalière concerneront évidemment les établissements de psychiatrie et de santé mentale et elles seront effectives au 2e semestre 2020. Au-delà des moyens proprement dits, nous avons bien sûr à mettre en place les modalités concrètes de la réforme du financement de la psychiatrie. Le modèle que nous construisons en ce moment doit permettre de poursuivre la réduction des inégalités déjà engagées en 2018 et 2019 et garantir qu'il n'y ait aucun établissement perdant. Mais ce n'est pas tout. La vocation de ce nouveau modèle est aussi de stimuler l'innovation et le dynamisme des établissements et de définir un modèle commun pour tous les établissements, quel que soit leur mode de financement actuel. S'il doit entrer en vigueur en 2021, les principes clés de ce modèle sont d'ores et déjà établis. C'est une réforme majeure qui sera l'un des leviers clés de l'adaptation de l'offre de soins en psychiatrie. Les travaux du groupe de travail ad hoc vont donc se poursuivre jusqu'en septembre de cette année et un projet de décret sera examiné dès le mois d'avril pour une parution en juillet 2020. Les dernières simulations seront réalisées et une campagne sera conduite dans les régions pour sensibiliser et pour guider les ARS et les établissements dans cette réforme que j'estime essentielle. En complément, des outils seront élaborés pour suivre l'affectation effective des crédits aux établissements et aux équipes. Enfin, en parallèle, le chantier de la réforme du régime des autorisations en psychiatrie, engagé en fin d'année avec l'ensemble des acteurs, continuera ses travaux. Il s'agit de faire évoluer le dispositif des autorisations psychiatriques dans un schéma général des autorisations d'activités de soins, mais en respectant évidemment les spécificités des activités et des organisations en psychiatrie. Les textes doivent évoluer en fonction des missions et des modalités de fonctionnement attendues des établissements. Les 2 réformes, celle de la tarification et celle des autorisations, devront bien entendu être menées en cohérence. Enfin, le parcours de soins ne doit pas oublier une meilleure prise en charge de la santé somatique des personnes ayant des troubles psychiques, une meilleure collaboration entre la psychiatrie, les soins primaires et les établissements sociaux et médico-sociaux doit y contribuer. Mais je pense aussi à des mesures d'ordre général qui profiteront largement aux personnes handicapées psychiques et en particulier, je pense à la complémentaire santé solidaire
nouvelle complémentaire santé qui concernera entre 10 et 12 millions de nos concitoyens et qui a été mise en œuvre à partir du mois de novembre 2019. Elle concerne notamment tous les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Cette complémentaire santé solidaire permet une prise en charge en secteur 1 de tous les actes médicaux et une prise en charge intégrale des dispositifs médicaux qui étaient pris en charge dans le cadre de la CMU-C. Je pense aux fauteuils roulants, par exemple, à des sondes, à tous les pansements. Tous ces chantiers structurants nous invitent à repenser nos modes d'organisation. Nous devons les adapter à la logique du parcours qui doit être privilégiée et à la réalité des ressources et des compétences professionnelles disponibles. Je n'ignore pas que nous devons composer temporairement, en tous les cas, avec une ressource médicale qui est rare. Une meilleure répartition des tâches entre professionnels médicaux et paramédicaux peut y aider. Outre les infirmiers de pratique avancée que j'évoquais tout à l'heure, et dans le prolongement des expériences en cours portées par le ministère et la CNAM, ou encore inspirées par des expériences à l'étranger, nous devons intégrer progressivement au panier de soins les modalités indispensables de psychothérapie ou de bilan accessibles sans condition de ressources. Nous définirons donc collectivement en 2020, en lien étroit avec la profession, les conditions d'une participation plus intégrée des psychologues au parcours de soins, ainsi que les modalités concrètes d'intervention pour celles et ceux d'entre eux qui voudront s'associer à ce dispositif. Et je souhaite que ces travaux s'ouvrent au plus vite. La construction des parcours doit atteindre aussi les publics les plus vulnérables, les plus difficiles à atteindre. Je pense notamment aux enfants pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, je pense aux personnes migrantes, je pense aux personnes détenues. Je pense évidemment à toutes les personnes les plus précaires qu'il nous faut mieux accompagner, mieux repérer. Je souhaite donc apporter une attention particulière à ce chantier des personnes vulnérables en 2020. Les travaux de la commission précarité doivent s'y concentrer, tout comme l'élaboration des projets territoriaux de santé mentale. Une grande journée nationale de restitution des PTSM organisée sur ce premier semestre avec l'appui du COPIL Psychiatrie nous aidera à préciser ce besoin et les moyens d'y répondre. Il nous faut également poursuivre et amplifier le développement du repérage précoce et des réponses aux situations d'urgence et de crise. Vous êtes très souvent mobilisés sur ces questions-là et l'actualité ne manque pas. Pour éviter autant que possible le recours aux urgences, à l'hospitalisation et aux soins sans consentement, nous continuerons à développer des interventions en ambulatoire. Pour cela, je l'ai dit, les appels à projets nationaux seront reconduits en 2020 selon les modalités à finaliser prochainement avec les acteurs. Par ailleurs, 5 nouveaux dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme seront déployés en 2020. Ils permettront d'accompagner les territoires dans le développement des mesures, des plans de lutte contre les violences, notamment des violences faites aux femmes et des violences faites aux enfants. Nous allons aussi poursuivre et consolider le déploiement de la stratégie de prévention de la souffrance psychique et de la promotion de la santé mentale. Il s'agit, je l'ai dit, de parachever le déploiement de la stratégie de prévention du suicide avec la génération de vigilance à toutes les régions françaises. Nous devons également amplifier la lutte contre les stigmatisations. La candidature de la France a été entérinée par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour organiser le sommet interministériel mondial de la santé mentale en octobre prochain à Paris. Et le thème que nous avons choisi est « Droits des personnes avec handicap psychique, France, pays des droits de l'homme ». Ce sera un grand moment d'engagement collectif en faveur de la santé mentale parce que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, la France se doit d'être exemplaire, doit être engagée résolument et doit tracer un chemin. Enfin, nous allons agir concrètement pour le respect de la parole, du vécu et des droits des usagers. La réduction des soins sans consentement, de la contention, de l'isolement et la promotion des droits
est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'y avais déjà travaillé en tant que présidente de la Haute Autorité de Santé. Un plan national de réduction du recours aux soins sans consentement a été validé sur la base de l'investissement remarquable mené sur ce sujet par le professeur Senon et le docteur Triantafilou dans le cadre du comité de pilotage de la psychiatrie et en lien avec la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Une action de mobilisation des acteurs de terrain a été engagée dans plus de la moitié des régions dans le cadre des séminaires régionaux des présidents de CME avec comme enjeu celui de faire évoluer les pratiques. En vue de disposer de données consolidées, nous travaillons à la constitution à l'été prochain d'un observatoire des droits des usagers et des pratiques en psychiatrie. Voilà, mesdames et messieurs, le cadre de l'action prioritaire que nous nous fixons pour cette année. Vous le voyez, le programme est large, il est ambitieux. Je sais évidemment que l'ambition que j'ai pour la santé mentale, vous la partagez plus que personne, si je puis dire. Je sais aussi que je peux compter sur votre mobilisation au quotidien dans tous vos territoires, car vous le savez, comme l'a dit hier Brigitte Macron, nous avons besoin de vous pour nous aider. Je vous remercie.